Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième session de débriefing autour de Par-delà le carnaval de Sorcelume. Donc là aujourd'hui on va s'intéresser à l'arrivée à Séan, les premiers pas à Séan, c'est-à-dire le deuxième chapitre de la campagne. Alors si je reprends un peu le déroulement des événements, donc là ils sont arrivés, donc j'ai choisi de commencer en pré-générique par une scène de vision, histoire de mettre en jeu le background de visiteur féerique de Warwick, afin qu'il ait quelques petites informations, et puis pour faire le lien aussi avec ce sentiment qu'a Bélas de sentir que ce qui lui a été volé est présent là dans cet environnement. Voilà, c'était une façon un peu d'amener ça. J'ai décidé aussi d'offrir un repos long aux joueurs à ce moment-là, parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu pour l'instant à ça. Je voulais qu'ils puissent recharger toutes leurs capacités et aussi profiter tout de suite de leur nouvelle capacité de niveau 2. Voilà, donc ça me semblait être un moment intéressant pour offrir un repos long et repartir dans l'exploration avec toutes leurs capacités. Donc la première rencontre, c'est la rencontre avec les brigands, que j'ai gardé assez proche de ce qu'elle est à l'origine. Je précise que l'air que j'utilise pour chanter la chanson des brigands, je l'ai tiré de Yop O, une chanson des chansons plus bifluorées, qui est tout à fait appropriée au chant de marche. Et donc voilà, donc les brigands, alors je les ai joués assez... donc là, il y a eu un jet d'intimidation qui a été réussi. Je les ai joués assez conciliants. Ils sentent bien qu'ils ne savent pas trop à qui ils ont affaire et que c'est peut-être bien pour eux de retourner prévenir Agdon Lonchal de ce qui se passe, quoi. C'était l'occasion aussi, là il n'a pas hésité à utiliser son charme de monarque, Warwick. Donc c'était pour aussi marquer le coup, pour que ce charme de monarque ait un réel impact à ce moment-là. Il a réussi en plus son jet avec le bonus, donc je lui ai offert une belle victoire contre les brigands, quitte en effet à ce qu'ils aillent jusqu'à proposer leur escargot, qui de toute façon allait les ralentir eux-mêmes pour retourner prévenir Agdon Lonchal. Donc ce n'est pas tout à fait un cadeau complètement désintéressé de la part des Conil à ce moment-là. Voilà. Donc au niveau ensuite des rencontres aléatoires, donc il y a plusieurs rencontres aléatoires qui sont proposées dans le livre. J'ai choisi de ne pas les tirer au hasard, mais de les répartir au fur et à mesure de la progression des aventuriers, en fonction de ce que je voulais mettre en scène à ce moment-là. Et je ne les ai pas toutes gardées. Par exemple, j'ai écarté celle du champ de bataille inondé qui confronte les joueurs à des armures animées. Elle est intéressante au niveau de l'ambiance, mais je trouve qu'au niveau de l'interaction qu'elle propose, surtout moi qui ai dans l'intention de mener un maximum cette campagne en réduisant le plus possible les combats, là je voyais pas très bien comment éviter ça. C'est pareil pour la rencontre avec les méphites boueux, que j'ai écarté parce que je pense elle tourne forcément au combat, et donc je voulais pas forcément mettre ça en avant. Donc ça c'est pour les rencontres aléatoires. Donc là j'ai choisi de mettre en scène d'abord celle sur le gaz des marais, qui finalement c'est une rencontre qui est plutôt amusante, puisque le gaz a plutôt des effets sympas. Là ils ont assez facilement évité le problème, donc on n'a pas le côté amusant qu'on aurait pu avoir avec le gaz. Mais bon, c'est aussi possible, quoi. Et puis j'ai mis en place donc le ruisseau des visions assez vite, pour qu'ils puissent aussi avoir quelques informations sur d'échéance. Et enfin, ça, je trouve que c'est aussi une rencontre qui pose bien l'ambiance, qui leur montre bien des images un peu angoissantes, un peu inquiétantes, qui pose bien l'ambiance sombre qui règne actuellement à Séan. Et la troisième rencontre, donc c'est celle qu'on a faite en fin de séance, donc l'auberge du bout de la route, qui est une rencontre que je trouve assez intéressante. Mais j'y reviendrai une prochaine fois sur cette rencontre-là. Donc ensuite, il y a la rencontre avec Talavar et toute la scène de la tour penchée. Alors la tour penchée, je l'ai laissée telle quelle. J'ai beaucoup hésité à enlever les serpents, que je trouvais pas forcément très thématiques par rapport à la féerie.
Mais d'un autre côté, ce sont des gros serpents. Je me suis dit que les joueurs avaient des capacités qui permettaient d'éviter ou de gérer la rencontre avec ces créatures sans forcément que ce soit un combat. Il y avait, les serpents sont endormis, en plus ils sont affamés, donc il y a moyen de les soudoyer par de la nourriture. Enfin bref, il y a plusieurs façons qui permettent de contourner le problème. Là, les joueurs ont choisi d'aborder la question en volant, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Et donc voilà, j'avais beaucoup hésité, peut-être aussi à mettre un serpent qui est constitué d'un corps et de deux têtes, ce qui s'appelle un j'ai plus le terme exact en tête, je l'avais noté. Finalement, pour donner un côté un peu plus étrange à cette rencontre, mais j'ai gardé finalement les deux serpents. Il y a aussi certains qui proposent de remplacer les serpents par des conils, mais comme il y avait déjà eu une interaction avec les conils, je trouvais que ça faisait un petit peu redite, donc je préférais que ce soit un peu différent. Donc c'est Amphisbaena, le serpent avec les deux têtes. Donc voilà, alors au niveau de la tour en elle-même, je trouve que j'ai choisi de la laisser aussi telle qu'elle, il n'y a pas grand-chose à voir dans la tour. C'est un peu dommage, en y réfléchissant, je trouve que cette rencontre-là, enfin cet endroit-là, il manque d'une histoire. On ne sait pas très bien ce qu'elle fait là, cette tour, on sait bien à quoi elle servait auparavant. Il manque une histoire autour de cette tour pour lui donner un peu plus de vie. Donc là, j'ai improvisé, j'ai tiré au hasard une babiole, j'ai eu une bouteille d'eau de pluie de féerie, donc qui a pu être réutilisée par la suite. Mais voilà, je pense que ça gagnerait à être creusé et à être développé davantage, à donner un peu corps à cette tour. Après, le point le plus intéressant, c'est la rencontre avec Talavar, puisque Talavar apporte énormément d'informations. J'aurais bien aimé lui donner un peu plus de ce côté exubérant, j'ai eu du mal à le rendre. Je pense qu'il faut peut-être accentuer encore ça. Et un regret que j'ai eu aussi, c'est de ne pas avoir préparé quelques anecdotes, parce qu'il est dit que dans son profil de personnage, il raconte souvent ses aventures. Voilà, donc j'aurais peut-être dû avoir sous le coup de deux, trois aventures, deux, trois petites anecdotes à caser pour lui donner un peu plus vie, quoi. Ça, c'est à noter pour une prochaine fois. Donc voilà, Sir Talavar, donc c'est un personnage qui donne beaucoup d'informations et qui permet aussi de comprendre principalement la quête principale du scénario. Tiens, je reviens un peu sur les Conils. C'est vrai qu'il y a eu une hésitation. À un moment donné, ils ont pensé suivre les Conils. C'est pas grave, ils auraient pu tout à fait suivre les Conils. Ça enlève une partie des rencontres liées à la tour penchée et à la colline, je pense. Mais en tout cas, ça permet de re-rencontrer Talavar à ce moment-là au niveau de la masure de Bavlorna par la suite. Donc ça n'enlève pas complètement les choses. Il est juste dans une situation différente. Là, il est plus facile de l'aider à ce moment-là. Voilà. Donc ensuite, ils ont repris leur chemin. Ils ont décidé d'aider Talavar. Alors la question de est-ce que Talavar doit accompagner les personnages tout le temps, je pense que ça peut être envisageable qu'il les accompagne, mettons jusque chez les brigands éventuellement s'ils arrivaient à le persuader, mais c'est un personnage qui insiste sur l'urgence aussi d'aller prévenir Titania. Je pense que c'est intéressant pour pas que les personnages non plus multiplient trop de compagnons, parce que ça devient difficile après à gérer. Si finalement la plupart des obstacles sont gérés avec l'aide de compagnons qui les accompagnent. Donc il faut trouver le bon équilibre avec ça en tout cas. J'ai décidé d'ajouter une rencontre que je trouvais assez thématique et assez amusante, c'est la rencontre avec l'Éphélan. Donc c'est une idée que j'ai prise sur un blog, je vous mettrai le lien en description, un blog que j'ai déjà utilisé auparavant. La rencontre n'est pas du tout conçue de la même façon, et il sort d'un œuf dans la rencontre proposée par le blogueur. Et puis il a des capacités bien plus fortes que ce que moi j'ai décidé. Donc je décide de nerfer un peu cet Éphélan, d'en faire plutôt un
un élément d'arrière-plan. Et il est intéressant, je trouve aussi, parce que c'est une rencontre qui, en mine de rien, montre que les royaumes sont désormais séparés. C'est-à-dire que là, l'Éphélan ne peut pas retrouver sa mère parce que le royaume de Prismir est fracturé. Il ne peut pas passer de Séan à Saïla pour rejoindre sa mère. Donc c'est aussi une façon de montrer ça et de montrer le souci que ça pose aux habitants. Donc ça, ils l'ont pas encore bien compris, je pense, mais ça va être réexposé lors de la scène avec l'auberge, de toute façon. Et donc, je voulais, quand j'ai vu la bouille de cet Éphélan, je me suis dit il fallait absolument que je le mette pour donner cette petite touche. En plus, il y a clairement un petit clin d'œil à des Disney, hein, que ce soit Dumbo ou Winnie l'ourson. Hein. Voilà, il y a un petit côté Disney dans ce personnage-là que je trouvais amusant et tout à fait approprié au cadre de la campagne. Donc voilà, ils ont repris leur route en compagnie de ce petit bonhomme là. Et puis donc là, il y a eu la question aussi de comment on gère l'avancée des personnages, notamment quand ils cherchent la colline Télémie. Donc là, j'ai repris les règles habituelles de donjon, c'est-à-dire qu'il y a eu un jet de survie par le meneur du groupe. Et la question à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais le jet échoue, pour que ce soit intéressant. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que le groupe se perd et il perd du temps. Et souvent, le temps peut être un enjeu. Ici, c'est pas tellement un enjeu. Donc, ce que j'ai mis en place, à partir du moment où il y a eu un échec, c'était un changement de la situation. Et donc là, c'était la montée des eaux qui a eu lieu pour justement leur compliquer un peu la vie, qu'ils soient obligés de trouver une solution, de se mouiller un peu pour parvenir à cette colline. S'ils avaient encore échoué le jet de dés, j'aurais pu peut-être aussi leur donner des pistes, leur montrer que peut-être que cette colline fuyait, parce qu'il y avait un conil parmi eux. Hein, elle se méfie des conils, ça semble logique. Enfin voilà, il y aurait eu peut-être un autre rebondissement, une autre façon de gérer cet échec-là. J'ai resté volontairement flou sur les heures qui passent. Hein, en plus, en féerie, c'est un crépuscule éternel. Et donc, voilà, je veux que je veux qu'ils aient une conscience du temps un peu lâche, un peu floue, pour pouvoir jouer là-dessus. Mais j'essaie moi, dans ma tête, de garder une trace un peu du temps qui passe, pour voir un peu comment ils doivent gérer leur repos, leur fatigue. Donc voilà, donc ça c'était ce point-là sur l'orientation et sur l'intérêt de faire un jet à ce moment-là, un jet de survie. Donc là, au niveau de la colline, j'ai choisi de rester aussi dans la forme proposée par la campagne en elle-même, c'est-à-dire que Bling Bling est assez coopérative. Elle aide assez facilement les joueurs contre seulement des promesses ou de la nourriture. Il y a certains qui conseillent éventuellement d'attendre que les joueurs récupèrent les truffes pour pouvoir négocier avec elles. Je trouvais que ça faisait beaucoup d'allers-retours et que ce n'était pas forcément nécessaire. Je pense de toute façon, ils ont bien compris le problème que posaient les brigands et que ce n'était pas la peine de délayer un peu la sauce avec tout ça. Donc elle les aide tout de suite et ça permettait donc de faire avancer aussi les choses à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, donc ils ont récupéré une fameuse clé, ils ne savent pas exactement à quoi elle sert. C'est bien que ce soit notre ami Bélas qui l'ait récupérée, parce qu'elle risque de lui être fort utile. Je reviens aussi un instant sur la récompense qu'offre Talavar après sa libération. Dans la campagne, il est prévu qu'il offre son épée qui est une petite épée qui constitue à ce moment-là une dague +1, une épée magique. Étant donné que j'ai pas l'intention de mettre l'accent sur les combats, je trouvais que c'était pas forcément utile qu'il offre ça. Puis en plus, je trouvais ça curieux, un chevalier qui offre sa propre épée. Ça me semblait un peu bizarre. Donc j'ai préféré qu'il offre une pierre porte-bonheur
qui est un objet quand même assez puissant, mais qui reste un objet peu courant. Donc on est dans le même niveau de rareté que l'épée plus 1. Voilà, et donc ça permettait aussi d'avoir une récompense qui est quand même sympathique pour les personnages. Donc voilà, donc là ils sont arrivés à l'auberge du bout du chemin où là ils vont pouvoir avoir quelques informations et où j'ai introduit cet étrange personnage de vieille dame qui tricote les cheveux. Donc ça j'aurai l'occasion d'y revenir et de le développer lors de la prochaine session. Et donc je vous donne rendez-vous justement pour la cinquième session très bientôt et avec le débriefing qui ira également avec. À très bientôt.